Le progrès à travers les ages. L'idée que l'on se fait des premiers âges de l'humanité est généralement fausse. On a créé sur ce sujet une foule de légendes religieuses, légendes de l'âge d'or, du paradis terrestre, au récit desquelles notre enfance a été bercée. La science a fait justice de ces inventions, elle a retrouvé dans les couches géologiques qui composent l'écorce terrestre, les instruments, les outils dont se servaient les premiers hommes, à l'aide de ces débris, elle a reconstitué toute leur existence. Ces premiers hommes étaient ce que sont encore aujourd'hui les sauvages de l'Océanie. Ils vivaient en lutte continuelle avec les animaux féroces qui pullulaient alors sur Terre, habitant des cavernes ou construisant des cabanes sur pilotis au-dessus des lacs. Ils n'avaient pour armes et pour instruments que des silex taillés en forme de haches, de couteaux, de massues, pour vêtements, que les peaux des fauves qu'ils tuaient. Peu à peu, à la suite des âges, apparaissent les instruments de métal, le bronze, les poteries, enfin le fer à l'aide duquel l'homme taille la pierre, fend les troncs d'arbres, bâtit des villes. Alors dans le ciel de l'humanité apparaît l'aube pâle et confuse d'une civilisation rudimentaire. L'homme bâtit la première ville, civitas, d'où le mot civilisation, et, dès lors, avec la vie en société, commence la vie morale. La vie isolée, c'est la vie égoïste, la vie sauvage, la vie en commun et la vie morale, celle qui fait naître le droit et le devoir, la seule pour laquelle l'homme soit fait, dans laquelle il puisse développer ses facultés, découvrir les lois de justice qui régissent les sociétés et les mondes. C'est d'abord dans les vastes plaines de l'Orient que la civilisation naissante promène son flambeau. Elle cherche un asile sûr, un foyer préparé, et elle n'en trouve pas. Elle allume de grands feux qui éblouissent la terre, mais ces feux s'éteignent presque aussitôt et le progrès enfant va de ville en ville, de peuple en peuple, sans trouver où s'arrêter. Il part de l'Inde, brille un instant dans Babylone, puis il abandonne Babylone pour Ninive. De Ninive il passe chez les Perses, et, de là, en Égypte, ne laissant derrière lui que des empires ruinés par la corruption et la mollesse, que des villes s'écroulant au milieu des orgies et du carnage. Ces villes étaient immenses, ces empires prodigieux, allaient maintenant dans les plaines orientales chercher les tombeaux de ces civilisations disparues. Il n'en reste rien. Le vent des déserts a balayé la poussière des antiques cités, et l'Arabe qui seul aujourd'hui parcourt ces solitudes au galop de son cheval, l'Arabe ne pourrait même pas dire en quel lieu elles s'élevèrent jadis. De l'Égypte la civilisation passe en Grèce. Là, elle s'épanouit. C'est qu'elle y trouve enfin ce milieu, ce foyer tant cherché, d'où elle va rayonner sur le monde. Sous le beau ciel de la Grèce, le génie humain va se révéler par des créations artistiques qui resteront pour les âges futurs des modèles de pureté et d'harmonie. Des monuments comme le monde n'en avait jamais vu, des statues d'une perfection de forme idéale s'élèvent dans les cités grecques. Et en même temps que le sentiment du beau se révèle avec tant de splendeur, la philosophie grecque livre à l'avenir ses créations de la pensée qui servent encore, après 20 siècles, à l'éducation de nos enfants. Mais ce n'est pas seulement l'art et la philosophie qui brillent en Grèce d'un si vif éclat. La civilisation s'y manifeste aussi par des institutions politiques et sociales d'une grande perfection. Dans les républiques grecques on jouissait d'une somme de liberté plus grande que celle que nous possédons nous-mêmes. Chaque citoyen avait sa part de souveraineté dans les affaires du pays, pauvres et riches, tous étaient égaux en droit, et la justice leur était distribuée gratuitement. En comparant les institutions grecques aux nôtres, des penseurs ont désespéré du progrès. Ils ont prétendu que jamais la civilisation grecque n'avait été égalée, et qu'après tant de siècles de décadence, l'humanité n'était pas encore remontée à ce niveau. Mais ne nous y trompons pas, messieurs, c'est là une opinion erronée. On juge mal la civilisation grecque en la jugeant seulement par son éclat. Cette civilisation est tout en surface et non en profondeur. Je m'explique, prenons Athènes comme exemple. À Athènes, il y avait 20 000 citoyens,
jouissant de leurs droits civils et politiques, bénéficiant des principes de liberté et d'égalité qui sont la force et la grandeur des sociétés humaines, et cependant la population d'Athènes était de plus de 220 000 habitants. Que étaient donc les 200 000 autres? C'est ici que j'appelle toute votre attention, c'est ici qu'est la solution du problème. Les 200 000 autres habitants d'Athènes étaient esclaves, c'est-à-dire des hommes morts à la vie politique, morts à la vie sociale. Et que l'on vante maintenant la supériorité des institutions grecques sur les nôtres. L'esclavage. Voilà l'abîme qui sépare les civilisations antiques de la civilisation moderne. La Grèce, avilie par le luxe, par les divisions intestines, par la mollesse, conséquence inévitable de l'esclavage, laisse passer aux mains de Rome le flambeau de la civilisation naissante. Tant que les Romains restent sobres, vertueux, durs à la fatigue, ils dominent le monde ancien. Ils impriment à cette cohue de nations groupées autour de la Méditerranée un esprit d'ordre, de discipline, une organisation savante qui font encore l'admiration des hommes, ils couvrent la terre de ces prodigieux travaux dont les ruines éveillent notre stupéfaction. Mais dès que le vice et la corruption envahissent l'Empire romain, cette civilisation puissante craque de toutes parts. Des régions du nord, des forêts de la Germanie, des nuées de barbares se ruent sur l'Empire, le déchirent, le morcellent, le réduisent en poussière. Les peuples se heurtent, s'exterminent, entassent ruine sur ruine, et, dans ce grand cataclysme, l'art, la civilisation, tout s'effondre, tout s'engloutit. Alors commence pour l'humanité, pour le progrès, une nuit de 12 siècles de douleur, de ténèbres, qui vont peser sur le monde jusqu'à la Renaissance et jusqu'à la Réforme. C'est le Moyen Âge, l'âge de fer, l'âge de la féodalité, l'âge où les bûchers flamboient, où le sang coule à torrents dans les salles de torture, où les gibets innombrables se dressent, chargés de leurs fruits sinistres. Dans notre pays, les conquérants du Nord se sont partagés la terre, et les fils des Gaulois sont devenus des serfs. Ah! Qui pourra dire, qui pourra mesurer tout ce qu'ont souffert nos pères? Attachés à la glèbe, ce ne sont plus des hommes, mais des bêtes de somme. Pourtant une foi nouvelle a lui sur le monde. Au paganisme romain a succédé la religion du Christ. La voix du grand supplicié a retenti du haut du calvaire, disant à tous, « Aimez-vous ». Et une doctrine de paix, de fraternité, s'est répandue sur la terre. Mais autant le christianisme des premiers temps est grand et pur dans sa simplicité austère, autant le catholicisme du Moyen Âge est écrasant, impitoyable pour les petits. Les doctrines catholiques ont fait du ciel l'image de la terre. Dieu y règne, entouré de ses saints, de même qu'ici-bas le roi trône au milieu de ses seigneurs, et le seigneur au milieu de ses vassaux. Les conquérants, les vainqueurs sont les nobles, les élus, les vaincus sont les serfs, les vilains, les réprouvés. Aux uns les fêtes, le plaisir, la vie joyeuse, aux autres, le travail sans relâche, les privations, la misère, avec la peur du diable et la perspective de l'enfer. Au-dessus de tout domine l'arbitraire, la grâce règne au ciel, ici-bas la faveur, nulle par le droit, nulle par la justice. Si pourtant il y avait alors, sinon la justice, du moins les justices. Il existe encore plusieurs localités qui portent ce nom. Quand on y fouille la terre, on découvre des amas d'ossements, des squelettes tordus et disjoints. Savez-vous ce qu'étaient ces justices? C'étaient les lieux où s'élevaient les potences seigneuriales, et ces cadavres sont ceux des pauvres serfs qui avaient voulu secouer un joug trop dur. Nous ne rappelons pas toutes choses dans le but de raviver des haines éteintes. Non, de la haine, nous n'en avons pas. Mais nous devons répondre aux hommes qui préconisent les institutions du Moyen Âge, qui les vantent et qui, s'ils le pouvaient, les feraient renaître. La main sur l'histoire, nous devons répondre et dire une chose, la vérité. La vérité c'est que le peuple du Moyen Âge a été courbé pendant plus de 10 siècles sous le poids de toutes les oppressions. Attaché à la terre qu'il cultive,
considéré comme un objet mobilier, le cerf vivait de la vie de l'animal attelé à la meule qu'il fait mouvoir tout le jour. Couvert de haillons, habitant des huttes sordides, le cerf se nourrissait de ce que l'âpreté du maître voulait bien lui laisser. Sans joie dans le présent, sans espérance dans l'avenir, il n'était pas libre de disposer des siens, de sa femme, de son enfant, propriété du Seigneur. Chaque nouveau-né du cerf était un esclave, un misérable de plus sur terre. Parfois, lorsque le maître s'était montré plus rapace, lorsque les gens de guerre avaient pillé les provinces, la vie devenait si dure, la famine faisait de tels ravages que les cerfs, poussés par la faim et le désespoir, se soulevaient en masse, sous le nom de Jacques et de Pastoureau, allaient chercher dans la mort l'oubli et la fin de tant de maux. Voilà ce qu'était l'existence pour le peuple à cette époque que des écrivains appellent encore le bon vieux temps, oui le bon temps pour les seigneurs et pour les moines. Voilà ce qu'étaient nos pères les cerfs, oui, nos pères. Disons-le bien haut, enfants du peuple, nous sommes les fils des cerfs, des vilains. C'est notre titre de noblesse et nous le revendiquons hautement. Nous sommes les descendants de ceux qui arrosaient la terre de leur sueur pour nourrir l'humanité. Et c'est pourquoi nous pratiquons la loi sainte du travail, c'est pourquoi nous aimons la justice, c'est pourquoi nous glorifions 89, car 89 est venu dire à ce cerf. Que cette terre que tu arroses de tes larmes soit ta terre. Que cette demeure t'appartienne, que ta fille soit sacrée pour tous. Que la nuit qui enveloppe ton âme se dissipe devant la lumière de l'instruction, afin qu'une existence nouvelle commence enfin, et que l'heure de la réparation sonne pour toi. Au milieu de cette sombre époque où domine la féodalité unie à la théocratie romaine, que devient la pensée? La pensée, elle semble voilée, obscurcie, éteinte pour jamais. Mais il ne faut pas se leurrer, la pensée n'est pas morte, elle veille, elle fait son chemin, timidement, souterrainement, mais elle va. C'est comme la semence pendant l'hiver. Rentrée en terre, elle y fermente lentement jusqu'à l'heure où elle pourra naître à la lumière et porter ses fruits. Et bientôt elle lève la précieuse semence. C'est le printemps, la renaissance du progrès et de la raison. La pensée humaine se réveille et cherche à secouer le poids qui l'écrase. On emploie contre elle le fer, le feu, la torture, mais en vain. Elle se fortifie dans les supplices et grandit toujours. On croit l'écraser d'abord dans la croisade contre les Albigeois, mais la voilà qui reparaît avec Jean Hus, Jérôme de Prague, les Vaudois. Au bûcher Jean Hus. Au bûcher Jérôme de Prague. Au bûcher tous les novateurs. Et les inquisiteurs de la foi vont partout, promenant la hache, la torche, les instruments de supplice. Des flots de sang coulent au nom d'un Dieu de miséricorde, des victimes innombrables sont sacrifiées. Oh alors, le germe de l'hérésie doit être anéanti. Mais voilà que des vallées de l'Europe centrale s'élève un cri de protestation contre les excès du catholicisme, un cri formidable de délivrance et de liberté. La raison reparaît avec les apôtres de la Réforme. L'unité catholique est brisée, le joug de la théocratie romaine rejeté par 20 millions d'hommes. Le protestantisme proclame le principe du libre examen, et malgré les poignards de la Saint-Barthélemy, malgré les sabres des dragons, malgré l'exil et la Bastille, c'est de ce principe du libre examen, agrandi et fortifié, que sortira la philosophie du XVIIIe siècle et la libre pensée moderne. Et voici que la pensée renaissante découvre pour se répandre sur le monde un outil, un instrument admirable. Un homme fond des caractères de métal qui se groupent et forment des mots. C'est l'imprimerie. Grâce à elle, le livre, si rare, si coûteux quand il n'était qu'un manuscrit copié à la plume, le livre et, plus tard, le journal, vont pénétrer jusque dans les plus humbles demeures, initiant le paysan, l'ouvrier à la vie intellectuelle, arrachant un à un de leurs âmes les instincts grossiers qu'engendre la servitude, les préparant à la lumière. Dès lors la pensée prend son essor et avance d'un pas rapide. L'art resplendit, la science sonde les cieux profonds et révèle la suprême harmonie des mondes.
La philosophie creuse les plus grands problèmes. L'histoire s'éclaire, l'Église et les trônes sont ébranlés, les vieilles croyances, les superstitions battues en brèche, la raison, la conscience s'élargissent, et cet immense travail d'élaboration qui dure 3 siècles aboutit enfin à la formidable explosion morale que nous appelons la Révolution de 89, explosion qui, en brisant la vieille société autoritaire et féodale, fit surgir à la face du monde la civilisation moderne, appuyée sur ses bases inébranlables, le droit et la liberté. La Révolution est pour notre pays, pour notre race, ce qu'est pour chacun de nous l'heure de sa majorité. C'est la société humaine prenant possession du gouvernement de soi-même, substituant le règne de la justice à celui de la faveur, la loi au bon plaisir, la liberté à l'esclavage. Dans l'ordre politique et social, le passé, pour commander aux hommes, invoque une volonté supérieure, une volonté extérieure à la conscience. C'est dans des croyances obscures, dans des révélations surnaturelles, c'est trop souvent dans la force brutale que les institutions du Moyen Âge trouvent les sources de l'autorité. La Révolution, elle, pose les bases du nouvel ordre social sur les lois immuables de la nature et sur les enseignements éternels de la raison. Plus de miracles, plus de révélations. C'est dans la conscience humaine que se trouvent les principes qui feront autorité pour tous, lorsqu'ils auront été proclamés par la volonté nationale et convertis en loi par les élus du peuple. Voilà le droit moderne, et non seulement le droit des Français, mais le droit de tous les hommes, droits qui, accompagnés des devoirs correspondants, seront inscrits un jour par chaque peuple en tête de sa constitution. Les constituants de 89 n'ont pas seulement parlé à la France, ils ont parlé au monde entier. C'est la grandeur et la gloire immortelle de la Révolution française d'avoir inauguré ces principes d'égalité, de solidarité, de fraternité, par lesquels les nations s'uniront un jour comme les membres d'une seule famille, de la grande famille universelle. Messieurs, dans cet exposé rapide de la marche du progrès à travers les âges, je m'arrête à la Révolution. La Révolution, en effet, est l'abîme qui se creuse entre 2 époques, l'une marquant l'enfance de l'humanité, l'autre son âge adulte. Avant la Révolution, le monde regarde en arrière, il croit à la chute, à la décadence, il met toute sa confiance dans des légendes religieuses. À partir de 89, le monde regarde l'avenir, l'homme ne compte plus que sur sa propre initiative, sur son travail, sur son génie, pour créer cet avenir qui sera d'autant plus grand qu'il aura fait plus d'efforts pour le préparer. La Révolution, il faut bien le dire, s'est faite au milieu d'une génération qui manquait de maturité. L'ignorance, la lutte des intérêts égoïstes en ont arrêté le développement pendant 80 ans. Aujourd'hui, mûrie par les épreuves, notre génération renoue la chaîne interrompue du progrès. Pacifiquement, mais résolument, elle reprend l'œuvre de nos pères pour la poursuivre dans toutes ses conséquences logiques, pour réaliser l'émancipation intellectuelle et morale du genre humain. Voyons donc ce qu'est le présent, à qui est réservée cette tâche, ce qui fait sa force, ce qui fait sa faiblesse, ce que nous avons à faire nous-mêmes pour le rendre grand et fructueux.